Les dernières statistiques démontrent que 60% des personnes en situation d'itinérance au Canada souffrent de problèmes de santé mentale, souvent en concomitance avec des problèmes de consommation. Ça devrait nous allumer des cloches. Pourtant, les services en santé mentale sont encore déficients pour les personnes dans la rue. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est l'Office de consultation publique de Montréal dans son dernier rapport cet été. Si vous et moi, on peut trouver long et ardu des fois d'avoir accès à des soins en santé mentale, imaginez quand on est dans la rue. C'est extrêmement difficile de prendre soin de soi quand on est en mode survie. Et ça, les gens le vivent. Sans oublier, bien, souvent, ils n'ont plus de carte d'assurance maladie. Puis ils ont peur d'être ostracisés dans le système parce que, oui, ça arrive, malheureusement. Donc, devant le manque de services, c'est le communautaire qui va souvent prendre le relais. J'ai eu le privilège, comme journaliste, d'accompagner plusieurs équipes qui offrent du support en santé mentale directement là où les gens sont, c'est-à-dire dans la rue, dans les refuges. Et j'ai été à même de constater que ça avait vraiment des effets bénéfiques. C'est ce qu'on veut explorer aujourd'hui. Comment la santé mentale communautaire peut être un levier de transformation. Pour vous en parler, voici nos panélistes. Alors, nous avons Lison Gagné, médecin psychiatre au CIUS, là vous m'excuserez, je vais vraiment lire mes notes. Médecin psychiatre au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal et professeure adjointe de clinique au département de psychiatrie et addictologie de l'Université de Montréal. Dr Gagné est également directrice du programme de résidence en psychiatrie de l'Université de Montréal, où elle tente de préparer les psychiatres de la relève à une pratique socialement adaptée, responsable et engagée. Merci. Nous avons ensuite Janie Houle, psychologue communautaire, professeure au département de psychologie de l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé. Elle est aussi directrice associée du réseau de recherche sur les savoirs citoyens et les approches co-créatives et chercheure régulière au Centre de recherche sur les innovations sociales et au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Bienvenue. Et nous avons enfin Hélène Demare, que vous avez rencontrée, psychologue et directrice clinique du programme Santé mentale à Médecins du Monde Canada, où elle œuvre depuis 2014. Détentrice d'un doctorat en psychologie à l'UQAM, sa thèse interroge et analyse le phénomène de la désaffiliation à travers un angle psychique, s'intéressant à l'expérience subjective et au point de vue des personnes elles-mêmes. Bienvenue. Donc, dans un premier temps, on va essayer de comprendre c'est quoi la santé mentale communautaire et poser les fondements historiques, sociaux et idéologiques de cette approche. On va commencer par vous, Madame Houle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte la santé mentale communautaire est née et à quels besoins ça répondait? Absolument. Alors, bonsoir tout le monde, heureuse d'être avec vous. Donc, il y a 5 éléments qu'on peut retenir là, quand on essaie de retracer un peu les origines de la santé communautaire. Tout d'abord, on peut se ramener à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc à la fin des années 40, au moment où les vétérans sont revenus au pays. Une forte proportion de ces personnes-là souffraient de troubles mentaux. Alors, ça forçait les gouvernements à injecter beaucoup d'argent pour former davantage de psychologues cliniciens afin d'évaluer et de traiter ces personnes-là qui souffraient de troubles mentaux, donc les vétérans. Mais ils se sont rapidement rendus compte que c'était nécessaire de, dans le fond, s'intéresser aussi à l'intégration de ces personnes-là dans leur communauté. Donc, c'était un des premiers indices de l'importance de créer des interventions dans les milieux de vie des personnes et pas seulement des années à l'hôpital. Okay? Ensuite, dans les années 50, il y a de nombreuses études épidémiologiques à grande échelle qui ont démontré la contribution des facteurs sociaux et économiques au développement des maladies mentales. Auparavant, on pensait vraiment que le développement des maladies mentales, c'était strictement dû à une vulnérabilité individuelle. Hein? Mais là, on se rendait compte avec ces données-là qui étaient très, très solides là, de l'importance des facteurs socio-économiques comme la pauvreté, les différences de pouvoir, la stigmatisation, etc. Et donc ça nous a fait réaliser qu'on pouvait prévenir l'apparition des problèmes de santé mentale en travaillant sur les conditions de vie des gens, okay? Sur les causes sociales et économiques. Ensuite, sont arrivées les années 60 avec toute leur effervescence. Okay? Dans les années 60, il y a eu quoi? Il y a eu le mouvement pour les droits civiques.
Et dans ces mouvements-là, donc, il y avait les personnes afro-américaines principalement, les femmes et les personnes en situation de pauvreté qui se sont soulevées, qui ont manifesté, qui ont revendiqué pour leurs droits, pour une plus grande justice sociale et pour l'accès à des soins de santé. Donc ça a été très important. Aussi, dans les années 60, il y a eu ce qu'on a appelé la désinstitutionnalisation. Donc, en 1961, au moment où M. Jean-Charles Pagé, qui était un patient qui était hospitalisé dans un institut psychiatrique, a publié le livre « Les fous crient au secours », il y avait au Québec 20 000 personnes internées dans des instituts psychiatriques, 20 000 personnes. Et donc, suite à la publication de ce livre-là et à d'autres rapports de recherche, donc il y a eu tout un mouvement au Québec pour la désinstitutionnalisation. C'est un mouvement qui s'est observé aussi aux États-Unis. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on retourne, on sort les personnes qui étaient hospitalisées depuis des années. Il faut savoir que c'était des hospitalisations souvent involontaires, à durée indéterminée. Donc, les gens étaient quasiment là à vie et dans des conditions de vie pitoyables. Et donc, on s'est mis à trouver d'autres endroits où donner des soins à des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale. Donc, les hôpitaux n'étaient plus l'endroit où être. Là. Donc, ça a créé vraiment le besoin d'avoir des services de proximité dans les communautés pour les personnes qui souffraient de problèmes de santé mentale. Et finalement, le dernier élément, c'est la naissance justement des premiers centres de santé communautaires, notamment aux États-Unis. Mais à Montréal, on a eu la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Moi, c'est vraiment mon... Et donc, c'est en 1968 que la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles est née à Montréal, dans un quartier défavorisé. Et l'idée, c'était d'implanter dans des quartiers pauvres des centres de santé pour offrir des services de proximité aux personnes particulièrement défavorisées au plan socio-économique. Parce qu'à l'époque, on avait bien compris que l'origine des problèmes de santé, à la fois physique et mentale, tirait beaucoup des facteurs justement sociaux et économiques. Donc, à la naissance du mouvement des CLSC, parce que la clinique communautaire Pointe-Saint-Charles a été un précurseur des CLSC, les gens qui travaillaient là avaient à cœur à la fois de donner des services aux individus, mais aussi d'aller dans les quartiers, essayer de les transformer, de réduire la pauvreté pour justement prévenir l'apparition de ces maladies-là et travailler sur les causes plus structurelles des problèmes de santé. Et là, malheureusement, à cause de toutes les réformes qu'on a eues du système de santé, la valeur ajoutée des CLSC a beaucoup diminué malheureusement au Québec. Il faudrait vraiment leur redonner le souffle qu'elles avaient autrefois. Bien, merci, c'est super intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler des facteurs structurels qui influencent la santé mentale des populations? Oui, donc les facteurs structurels, il y en a de très nombreux, mais je vais essayer de me concentrer sur quelques-uns, les plus importants à mon sens, puisque j'ai seulement 5 minutes à peine pour vous les décrire. OK, je peux donner un cours de 45 heures là-dessus. Donc, ça se dit que les causes structurelles, c'est ce qu'on appelle les causes des causes. Il y en a deux plus importantes, donc les politiques publiques. Les politiques publiques qui redistribuent la richesse et les ressources et qui façonnent l'organisation de notre société, c'est un premier gros élément dans les causes structurelles. Et l'autre gros morceau, on appelle ça, dans notre langage un peu d'universitaire, des systèmes d'oppression. Okay? Essentiellement, c'est le racisme, le sexisme, le capacitisme, le classisme, qui vont venir défavoriser, dévaloriser certaines populations au profit de d'autres et qui vont générer toutes sortes de problèmes de santé mentale. Donc ça, c'est les causes structurelles. Si je vais aller de manière un petit peu plus précise du côté des politiques publiques, j'en ai ciblé quelques-unes qui sont particulièrement nocives. Je vais mentionner d'abord les services de protection à l'enfance avec leur centre jeunesse qui malheureusement n'arrivent pas à bien protéger la santé et le bien-être des jeunes qui sont pourtant confiés sous leur responsabilité. Donc, les travaux de mon collègue Martin Goyette ont très bien démontré que, dans le fond, les jeunes qui sont hébergés en centre jeunesse ou dans des familles d'accueil sont beaucoup plus à risque que les jeunes qui vivent dans leur famille de se retrouver en situation d'itinérance. Et non seulement ça, les jeunes qui se retrouvent en situation d'itinérance après leur sortie du placement sont beaucoup plus à risque d'être emprisonnés, okay, que les jeunes qui ont un logement stable. Donc ça c'est vraiment un exemple de politique publique qui est complètement inadéquate et qui contribue aux problèmes de santé mentale de la population. L'autre problème, c'est les politiques de redistribution du revenu ou de protection du revenu. Donc, au Québec, il faut dire que la pauvreté, c'est un choix politique. Et au Québec, on a décidé que les personnes qui reçoivent des prestations d'aide financière de dernier recours, on leur donnait juste à peu près la moitié de ce qu'ils auraient besoin pour couvrir leurs besoins de base. Okay? Et après, on sait tous que ces gens-là tombent malades et qu'on doit les soigner. Donc ça, c'est un choix politique, encore une fois. Le salaire minimum, je vous rappelle que même une personne qui travaille à temps plein ne se sort pas de la pauvreté parce qu'il n'atteint pas le revenu viable. Donc ça, c'est des éléments.
Bien sûr, ici, je m'adresse à des gens qui se préoccupent de l'itinérance. Les politiques publiques actuelles en matière de logement sont particulièrement problématiques. Vous savez qu'on n'a pas assez de logements à but non lucratif, abordables. On n'a pas aussi de mécanismes de régulation du marché locatif privé qui sont capables de protéger les locataires des hausses abusives de logements et des rénovations. Fait que ça, encore une fois, c'est des politiques publiques, on est en train d'étudier ça, qui sont nocives pour la santé mentale, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'expérience de perdre votre logement, d'avoir peur de le perdre, c'est très nocif pour la santé mentale. Puis après, bien, rapidement, il y a bien sûr le système d'éducation à 3 vitesses, hein, qui fait en sorte que les jeunes qui sont dans le régulier ordinaire, là, bien, souvent, ils sont plus à risque de décrocher. Et quand tu décroches au Québec et tu n'as pas de diplôme, difficile de se trouver un travail suffisamment rémunéré pour ne pas vivre en situation de pauvreté, avec tous les impacts que ça a sur la santé mentale. Le système de santé qui rouvre le plus de place possible au privé, de plus en plus, ce qui affaiblit le système public. Le système carcéral aussi, qui ne met pas de politique suffisante pour prévoir la sortie des gens du milieu carcéral, parce que maintenant, on s'est rendu compte que vraiment la sortie d'une prison provinciale, c'est un point de bascule vers l'itinérance. Donc, vous voyez, c'est tous des exemples de politiques publiques, de redistribution de la richesse et des ressources qui sont aux racines même des problèmes de santé mentale d'une grande partie de la population, malheureusement. Et finalement, les systèmes d'oppression que j'ai nommés tantôt, qu'est-ce que c'est des systèmes d'oppression dans un langage plus simple? C'est un ensemble de préjugés, de pratiques et de structures institutionnelles qui vont défavoriser certains groupes au détriment, au profit de d'autres, groupes plus dominants. Et parmi les personnes plus discriminées, bien sûr, il y a les personnes racisées, les personnes autochtones, les personnes qui vivent en situation de pauvreté et les personnes qui vivent en situation de handicap, pour n'en nommer que quelques-uns. Il y en a d'autres groupes, bien entendu. Et donc, ça, ce que ça fait, c'est que les gens vont souvent internaliser les préjugés, ce qui va affecter leur estime de soi et nuire à leur santé mentale. Mais en plus, ce système-là d'oppression fait en sorte que ces personnes-là vont avoir beaucoup plus de barrières pour accéder à un logement, à un emploi, à des services de santé, donc tous des déterminants sociaux importants pour être en bonne santé mentale. Ouais. Vous êtes sur une super belle lancée. On va continuer. Une petite dernière. C'est quoi les liens entre les inégalités sociales, les politiques publiques dont vous venez de parler, et la détérioration de la santé mentale dans la population? Bien, donc, je vais en rajouter une mini-couche, puis après, je vais laisser le micro aux autres, mais simplement pour dire que, dans le fond, dans les sociétés qui sont inégalitaires, ça génère ce qu'on appelle de l'anxiété de statut. Okay? L'anxiété du statut, c'est quoi? C'est ressentir le besoin de montrer d'une manière visible qu'on a réussi dans la vie, qu'on a un bon statut social, sans quoi on ressent de la honte. Et de quelle manière on peut montrer de manière visible qu'on a réussi dans la vie? Une grosse voiture, une grosse maison, des voyages exotiques, etc. Donc, on appelle ça de la consommation de statut. Okay? Et ça, ce qui arrive, c'est que les gens, même qui ne sont pas capables de se le permettre, vont s'acheter ces biens-là pour ne pas ressentir la honte dont je vous parlais, de sorte que ces gens-là vont devenir non seulement stressés, mais endettés. Et qu'est-ce qui se passe quand une personne est endettée? Elle est stressée, mais autrement, non seulement elle est stressée, mais là, elle ne veut plus partager son argent, elle ne veut plus payer ses impôts parce qu'elle veut payer ses cartes de crédit. OK? Et donc, quand les gens veulent payer leurs cartes de crédit, ne pas payer leurs impôts, ce que ça veut dire, c'est qu'ils veulent réduire la taille de l'État, effriter le filet de protection sociale pour être capable d'en garder plus dans leur poche. Et ça crée de la désolidarisation sociale qui est nocif aussi pour la santé mentale. Donc, ces gens-là vont en venir justement à endosser davantage des politiques conservatrices, de réduire la taille de l'État. Donc, c'est ça le lien entre les inégalités sociales, les politiques publiques et la santé mentale. Voilà. Merci. Wow, c'est super intéressant. Madame de Marthe, on va passer à vous. Vous l'avez évoqué un petit peu, les soins en santé mentale chez Médecins du Monde. Est-ce que vous pouvez nous parler des besoins qui ont mené à développer cette approche-là? Avec plaisir. Donc, avant de déployer le programme de services en santé mentale pour les personnes en situation d'itinérance, on a passé 1 an à consulter sur le terrain. Donc, à bord de la clinique mobile notamment, on a consulté les personnes directement sur qu'est-ce qu'ils voient comme besoin, comment on devrait faire les choses, les partenaires communautaires, le réseau également. Il est ressorti différents constats de ça, mais dont 2 majeurs. L'accès à la santé mentale est extrêmement difficile, voire nul, puis avec une touche même en particulier pour des psychologues. Donc, des fois, les gens peuvent se rendre à l'hôpital puis avoir une évaluation plus au niveau d'un psychiatre, mais les psychologues, il n'y en a pas. Et l'autre chose, c'est que les gens disaient « venez nous voir là où on est ».
Je ne suis pas sûre que je me sentirais représentée dans un bureau au 10e étage et tout ça. Donc, ces constats-là sont au fondement, en fait, des services qu'on a créés et qui se poursuivent à ce jour. Après, ce qu'on constate sur le terrain aussi, en fait, c'est qu'il y a encore tellement de barrières d'accès auxquelles les gens font face. Donc, si une personne en situation d'itinérance trouve le courage de demander de l'aide, il y a très fréquemment des expériences au niveau des institutions de barrières administratives, donc que ce soit parce que j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'adresse, j'ai changé de SUS, tout ça. De barrières aussi dans la programmatique ou comment les services sont organisés. Hein. Ah ben monsieur, il faut que vous arrêtiez de consommer avant de recevoir votre service en santé mentale. Nous, on reçoit, les gens appellent ou nous parlent puis disent « Oui, mais c'est parce que je le sais que je consomme à cause que tout ce que je porte en dedans de moi, c'est de ça que j'ai besoin de parler. » Ou des personnes peut-être qui ne fitent pas exactement dans les cases d'un système de santé mentale qui souvent est surspécialisé. Donc, telle équipe pour tel diagnostic. Fait que des fois, quand on est dans des profils plus complexes, on est comme un peu de tout, puis ça rentre moins bien. Fait que ça, c'est la réalité encore aujourd'hui, même s'il y a des avancées. Après aussi, comment on a développé nos services, en fait, on a essayé de s'adapter à la réalité des personnes. Donc, des personnes qui souvent vont se sentir méfiantes par rapport aux soignants à cause de toutes sortes d'expériences qu'elles peuvent avoir vécues dans leur passé. Puis, des personnes qui ont aussi l'habitude d'être stigmatisées, en fait. Je vais vous parler de notre approche plus tard, je vous donnerai plus de détails, mais ça, c'était au cœur de comment on a développé. On avait aussi l'idée qu'en itinérance, souvent, on pense aux besoins matériels des personnes. L'hébergement, le logement, bien entendu, c'est essentiel. Mais on se disait qu'il faut aussi mettre de l'avant les besoins plus humains, émotionnels, psychologiques de ces personnes-là, qui participent en fait de la situation de désaffiliation dans laquelle les gens sont. Puis finalement, un mot sur comment les choses évoluent dans les dernières années avec un peu la crise. Il y a beaucoup de gens du communautaire ici qui sont au courant d'eux, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça exacerbe tout de façon généralisée. On voit aussi beaucoup tout ce qui est de l'ordre de l'intersectionnalité, en fait. Toutes sortes de réalités qui s'emboîtent ensemble et se mélangent. Donc, des populations qui se mélangent, de plus en plus de personnes migrantes en situation d'itinérance, par exemple. La crise des drogues contaminées en ce moment, ça a des impacts sur la santé mentale des gens. Donc, on voit que tout s'entremêle. Des personnes qui avaient réussi à se trouver peut-être un logement puis qui sont comme plus dans leur démarche de stabilisation, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une rénoviction. Maintenant, il y a des familles qui tombent dans la rue. Donc ça, c'est des visages qu'on voyait moins avant. Puis ce qui arrive, en fait, c'est une diversité des visages, puis une complexité, finalement, une complexification des situations. Merci beaucoup, Dr Gagné. Vous êtes dans le système, vous êtes dans le réseau. On a très hâte de vous entendre. Je ne veux pas vous mettre sur l'antipode, là. Mais à partir de votre expérience, est-ce que cette approche-là dont on parle, est-ce que vous sentez que ça commence à se présenter dans votre milieu? Est-ce que ça fait sa place tranquillement, pas vite? Je vais commencer en disant oui, puis je vais m'afficher comme d'ailleurs une éternelle optimiste. Je dois dire que, tu sais, on n'a pas nécessairement tout inventé dans les dernières années. Certainement qu'il y a eu des périodes historiquement où le réseau de la santé a mis de l'avant une approche plus de psychiatrie sociale, par exemple, de psychiatrie communautaire. Il y a eu, je pense, un âge d'or de ça dans le courant, notamment des années 70. Puis, tu sais, il y a finalement des mouvements qui s'installent, qui deviennent plus populaires dans la vision, la conceptualisation des troubles mentaux, puis de l'intervention qui doit être associée, dans le fond, à cette conceptualisation-là. Puis ça fait place éventuellement à un modèle vraiment davantage biomédical, qui, je pense, est encore dominant aujourd'hui dans le réseau de la santé. Puis je parle aussi du point de vue d'une psychiatre ici qui travaille avec d'autres psychiatres qui fait partie de cette communauté-là. Puis, je constate
aussi qu'il y a je pense qu'on s'affiche les psychiatres comme des personnes, des professionnels qui adoptons le fameux modèle biopsychosocial. Puis là, c'est supposé tout englober cette affaire-là, mais dans la réalité, je pense que la sphère sociale a été désinvestie par le réseau de la santé, puis relayée, je pense, à d'autres institutions. C'est ça, de manière un peu souvent cavalière, reconnaissons-le. Il y a un retour de balancier. Il y a un retour de balancier, puis ça, c'est une bonne nouvelle de mon point de vue, puis je pense du point de vue de l'ensemble de la communauté de pratique. Il y a davantage maintenant d'intérêt, il y a un engouement même, je pense, à ce stade-ci, depuis maintenant une dizaine d'années, qui se développe autour des interventions dans la communauté, puis de la considération de tous ces fameux facteurs sociaux et structurels, ces fameux déterminants de la santé mentale qui avaient été un peu mis de côté, puis qui maintenant sont vraiment la source d'un focus puis d'un intérêt grandissant, surtout dans les jeunes générations de praticiens. Très encourageant. Parfait. Est-ce que... je pense que vous travaillez sur un programme bien spécifique. On aimerait ça vous entendre là-dessus. Avec plaisir. On va rentrer dans le plus concret. Là. Voilà. Donc, en fait, moi, je pratique depuis 2013, donc ça fait une douzaine d'années que je suis psychiatre maintenant. Et dès le début de ma pratique, j'ai été appelée à développer des services dans la communauté, donc sortir un peu du carcan hospitalo-centrique des services plus traditionnels en psychiatrie. Puis l'intérêt, c'était de desservir la population justement en situation d'itinérance, qui était celle avec laquelle on avait le plus de difficultés à intervenir, puis qui se ramassait dans nos services le plus. C'est en particulier un groupe de personnes qui sont des personnes qui ont des troubles mentaux plus sévères, ce qu'on appelle des troubles sévères et persistants, super stigmatisant comme appellation. Donc, essentiellement, des personnes qui ont des troubles plus de nature psychotique. Il y avait des impasses du côté du réseau de la santé pour intervenir auprès de ce groupe-là, et des impasses du côté du communautaire qui cherchait à trouver des solutions à l'itinérance chez ces personnes-là qui, malheureusement, avaient des défis très, très importants et pour qui c'était difficile d'intervenir. Fait que c'est finalement des services qui sont nés d'un réel partenariat entre des organismes communautaires puis le réseau de la santé. Moi, je travaille aussi du centre-sud de l'île de Montréal, donc à l'hôpital Notre-Dame. Puis on a monté des programmes. Donc, vous avez peut-être entendu parler du PRISM notamment, qui est le premier programme qu'on a monté donc dès 2013, puis le développement de plusieurs programmes subséquemment. Les principes d'intervention, finalement, les objectifs des programmes qu'on offre, c'est vraiment la sortie de la rue. C'est ça le but. On ne se positionne pas, on tente de ne pas se positionner comme une clinique de santé mentale dans un refuge. On essaie plutôt de percevoir les soins comme étant un outil vers la sortie de la rue qu'une fin en soi. Les clés pour pouvoir accomplir l'objectif, finalement, de la sortie de la rue, c'est le travail, premièrement, en partenariat. Puis là, on parle d'un réel partenariat communautaire, institutionnel. Ça veut dire que nos équipes sont constituées de professionnels du réseau de la santé, mais aussi d'intervenants, des organismes communautaires avec lesquels on travaille. Donc, ce sont de réelles équipes mixtes. On travaille en proximité, donc on est dans le milieu, on a des installations dans les ressources de nos partenaires là, qui sont actuellement OBM et le Chaînon. Donc, on n'attend pas que les gens viennent nous voir, on fait de l'outreach, on est sur place, puis on essaie d'offrir des services clés en main qui sont faciles pour répondre à un ensemble de besoins que présente cette clientèle-là. Puis, ça fonctionne très bien, c'est très gratifiant parce qu'on a des super beaux résultats. Voilà. Merci. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'évolution donc de ces pratiques-là puis de la reconnaissance de ce type d'approche-là dans votre milieu? Oui, ça a fait, je parlais d'engouement tantôt, puis je pense que c'est le bon mot. La réalité, c'est que les professionnels qui œuvrent dans les services psychiatriques à l'hôpital, dans les CLSC, puis les psychiatres aussi, on est tous, je pense, fondamentalement bienveillants, on veut tous aider.
Puis, ce qui arrive avec certains groupes de personnes qu'on tente d'aider, c'est qu'on vit de l'impuissance. Puis les gens ont tendance à baisser les bras puis à finalement désinvestir certaines personnes juste parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas intervenir d'une façon aidante. Puis ça crée finalement c'est ça, une forme de désinvestissement de certains groupes. Puis le fait de développer des services différents puis de sortir, d'adapter les pratiques, ça a permis de ressemer l'espoir, je pense, dans notre communauté de pratique. On a eu la chance de recevoir plusieurs apprenants stagiaires au fil des années qui ont eu une expérience eye-opening, qui ont été super inspirés puis qui ont adapté leurs pratiques ultérieurement, qui sont entrés en pratique après, là, dans les années subséquentes, dans différents établissements à travers la ville de Montréal, mais du Québec aussi, qui ont été pionniers eux-mêmes dans leur milieu pour propager un peu des approches qui sont similaires, peut-être certainement adaptées à des réalités plus locales, mais ça a fait beaucoup de petits finalement, cette affaire-là. Puis on le voit chez les jeunes qu'il y a ce désir-là de sortir des services traditionnels. Merci. Madame Demarbre, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus? On a juste à peine abordé là, tantôt la question de votre programme. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? C'est quoi l'approche de Médecins du Monde? Avec plaisir. Je pense que pour placer l'approche, en fait, il faut d'abord commencer par placer c'est quoi notre vision de la santé mentale. Fait, c'est une vision de la santé mentale qui est globale. Une vision de santé globale, puis la santé mentale, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Puis la santé mentale, c'est un élément essentiel, en fait, de la santé, donc à considérer comme étant fondamental au même titre que tout le reste. Par ailleurs, c'est une vision où la santé mentale, on prend en compte qu'elle est directement liée à des facteurs politiques et sociaux, à l'environnement dans lequel les personnes évoluent. Donc, ça touche à ce que Jamie nous disait plus tôt. Fait que déjà, on part de là. C'est-à-dire qu'on arrive avec une vision de la santé mentale qui est au-delà des diagnostics, en fait, puis qui touche beaucoup plus la façon de vivre des personnes, leur bien-être ou leur mal-être émotionnel. C'est quoi la qualité des relations qu'ils entretiennent avec les autres, avec eux-mêmes. Donc, on y va dans quelque chose de large, en fait. Comment ils se sentent inscrits dans le lien social, dans leur communauté ou pas. Fait que déjà, de base, je pense que cette vision globale-là, c'est essentiel. Tu sais que quand on est allé vers les personnes en situation d'itinérance, l'idée, c'est pas que toutes les personnes en situation d'itinérance ont nécessairement un trouble mental. Mais il y a beaucoup d'entre elles, qu'elles aient un trouble diagnosticable ou non, qui portent des grandes souffrances, en fait, puis qui ont vécu des expériences traumatiques qui laissent des traces, puis qui impactent comment ils vivent, puis leur niveau de bien-être, finalement. Fait qu'on y va avec cette perspective. Sachant que Janie l'a bien dit, mais en fait, les liens entre aussi ma santé mentale et l'itinérance. Donc, si je suis en situation de pauvreté ou d'itinérance, j'ai beaucoup plus de chances de développer des difficultés de santé mentale à cause du mode de vie extrêmement stressant que j'ai, puis de l'absence de facteurs de protection. Donc ça, c'était un peu à la base. Après l'approche, en fait, il y a différents ingrédients de base que je vais vous présenter. Donc déjà, on a répondu à la demande des personnes en essayant de déployer des trucs de proximité. Fait que nous, on envoie nos équipes à différents endroits de la ville, dans différents quartiers. On essaie d'être le plus accessible possible. Donc, dans des centres de jour, dans des refuges. Puis l'idée aussi, c'est de joindre, en fait, une plus grande diversité de personnes, puis que la porte soit vraiment ouverte. Donc, le fait d'être sur place, ce que ça permet aussi, c'est que nous, on peut proposer sans s'imposer. Fait que les psys sont là, on peut les apprivoiser. Ah, c'est qui elle? OK. Puis là, au début, la psy, non. Puis finalement, à force que je l'ai croisée dans le cafétéria, puis qu'elle a fait l'autre jour une petite joke à l'intervenant, puis peut-être que je vais aller m'approcher de sa porte, puis quelque chose va débuter comme ça. Donc, je pense que le fait d'être dans le milieu, c'est essentiel pour enlever, en fait, toutes les stigmatisations qu'on peut avoir au fait de consulter, dont David Martin parlait au début. Après, nous aussi, on prend la personne de où elle est et on travaille avec qu'est-ce qu'elle veut. Donc, nous, souvent, notre marotte, c'est en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Donc, qui sont dans la rue, qui ont connu la rue ou qui pourraient s'y retrouver. Puis l'idée, c'est parce que tout ça, souvent, c'est des processus qui ne sont pas nécessairement linéaires.
Donc, on n'a pas le critère rigide d'être dans la rue maintenant. Tant mieux si on peut prévenir. Et on a aussi beaucoup de personnes qui viennent vers nous après leur sortie de la rue. Donc, des gens qui ont été dans la rue 17 ans, qui se retrouvent en appartement, avec tout ce qu'ils portent en eux, puis là, ils se sentent prêts. Là, ils ont besoin de parler. Fait que, ben, on les prend aussi, on les accueille aussi. Après aussi, l'idée, c'est qu'en fait, nous, on arrive dans une approche un peu plus psychothérapeutique, donc où on n'impose pas les objectifs. Fait que si la personne veut des services, puis que pour le moment, elle n'est pas prête à vouloir sortir de la rue, puis que c'est pas de ça qu'elle a envie de parler, elle peut venir consulter. Si la personne la consomme, puis elle n'a pas envie de travailler là-dessus pour le moment, elle peut venir. Il n'y a pas de mandat, en fait, préétabli. Souvent, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est de commencer un processus. C'est ça qui fait qu'éventuellement, les gens trouvent des nouvelles envies de changer des choses dans leur vie, qui n'avaient peut-être pas de base, mais le fait qu'il y ait eu quelqu'un pour accompagner, ça a comme insufflé après des choses, puis nous, on les suit dans où ils sont. Finalement, c'est un de nos logos, presque à Médecins du Monde, une de nos maraudes, soigner sans juger. Fait que nous, c'est au cœur. Toute l'idée de la stigmatisation, c'est central. Fait que la dignité, le respect, oui, voilà, on le voit ici. La dignité, le respect, dans le fond, au-delà de nos approches théoriques puis de l'expertise ou du savoir-faire, on mise énormément sur le travail du lien, la qualité d'accueil. Ceux qui sont arrivés avant, en tout cas, on avait un petit PowerPoint avec des citations de personnes. C'est de ça dont les gens parlent quand ils parlent des services. Du fait qu'ils se sont sentis reçus humainement, finalement. Fait que ça, c'est majeur comme élément. Finalement, des services ouverts et inclusifs, ça, c'est aussi un des bons côtés, des avantages du communautaire. En fait, on n'est pas une méga machine, fait qu'on peut se permettre des choses très créatives, très libres, qui un peu s'inventent, en fait, puis évoluent au fil du temps. Fait que nous, on a pris la décision de ne pas se doter de tout un processus d'évaluation puis de triage. Donc, peu importe ce dont les personnes souffrent, elles peuvent venir vers nous. Après, on s'assure qu'on peut comme répondre à leurs demandes. Mais tu sais, il n'y a pas de critère de telle personne oui ou telle personne non. Fait que déjà, ça enlève tout un fonctionnement, en fait, qui pourrait exclure ou compliquer les choses. Donc, voilà. Que les personnes consomment ou non, bien sûr. Puis finalement, c'est une approche aussi des soins comme flexibles et co-construits avec les personnes. Fait que bien sûr, nous, on propose un peu quelque chose où il y a des présences. Dans la semaine, il y a un certain horaire. Mais tu sais, on travaille avec la personne pour voir de quoi elle a envie. Fait que ce soit sur la fréquence, que ce soit sur la durée, bien entendu sur qu'est-ce qu'elle parle. Il y a des personnes qui viennent un petit peu plus, comme à un moment donné, sur appel, de façon peut-être moins régulière. Il y a des gens qui accrochent puis qui viennent à chaque semaine de façon régulière. Nous, on s'adapte là-dedans. Les gens peuvent faire des allers-retours. Si pour une raison ou pour une autre, ils interrompent leur suivi, la porte, elle est ouverte, ils peuvent reprendre. Donc, il y a toutes sortes de... Ça prend toutes sortes de formes, en fait, les suivis. Puis de plus en plus, c'est comme si on se fait un modèle d'action diversifié. Donc, on a des collègues qui vont à la rue des femmes en mode intervention un peu dans la cafétéria. Fait que si vous voulez, on peut aller dans une salle ensemble pour une rencontre. Oups, si on n'est pas prêt, ben on jase ici avec notre café. Dans des centres de jour. Après, on a des choses où c'est plus, OK, quand les gens, c'est ça qu'ils ont envie, ils viennent vraiment pour un rendez-vous dans un bureau, ils se déplacent vers nous. Donc, on essaie d'être créatif, d'avoir une gamme d'activités. Comme ça, on peut rejoindre une plus grande diversité de personnes, dépendamment ils en sont où dans leur parcours, mais les soutenir. Puis finalement, un mot, en fait, sur les partenariats et la collaboration, parce que vraiment, si ce n'était que Médecins du Monde dans nos bureaux, ça ne fonctionnerait pas. Fait que, tu sais, les partenaires, ils sont le cœur, puis c'est vraiment un tag team, en bon français, qui fait que ça fonctionne. Merci. Madame Houle, vous venez d'entendre vos collègues. C'est quoi l'impact? Quel effet ça a quand on a des services comme ça de proximité? Bien, je tiens à dire d'abord que c'est vraiment exemplaire. Ce que vous faites, c'est vraiment impressionnant. Ça coche toutes les cases des bonnes pratiques à mettre en place. Dans le fond, ce qu'on constate dans la littérature, c'est que, premièrement, des services comme ça, où on voit la rencontre de l'autre, où on essaie d'être très flexible, on ne fait pas du triage, je dirais, ça augmente la probabilité que la personne
commence une intervention, déjà, en partant. Ensuite, ça augmente la probabilité que la personne reste. On appelle ça l'adhésion, hein, l'adhésion thérapeutique, la rétention dans le traitement. Puis vous me voyez venir, le fait que les gens restent et continuent et l'alliance est créée, bien, l'efficacité de l'intervention est supérieure aussi. Donc, c'est tous ces avantages-là. Et aussi, j'ajouterais un autre avantage. Si il y a une personne comme ça qui a vécu une belle expérience avec l'équipe de psychologues, de médecins du monde, probablement qu'elle va aller en parler avec des gens qui vivent des situations similaires, puis qu'eux, peut-être, ils n'auraient pas pensé, ou ils ont vécu des expériences négatives dans le passé avec un psychologue ou avec les services de santé mentale, puis ont pu envie. Donc, ça peut contribuer aussi à défaire un peu des mythes, des préjugés, puis à amener un peu de bouche à oreille d'autres personnes vers vos services. Donc, moi, je pense que c'est juste du positif. Merci. On va passer maintenant aux enjeux politiques, les obstacles systémiques et les pistes d'action, pour transformer le système. On va rester avec vous, Mme Houle. Comment on fait pour faire évoluer les représentations collectives, puis générer une volonté politique de transformation pour qu'on cesse de voir l'itinérance comme un échec individuel? Ah, c'est des bonnes questions qui m'ont posées. OK, bien, tout d'abord, je tiens à dire que le changement de politique publique, ça se peut. Hein? On en est témoin depuis les 20 dernières années. Il y a plein de nouvelles politiques publiques qui ont été mises en place au Québec, qui font avancer le Québec en général dans la bonne direction. Donc, le changement, il est possible, mais c'est sûr qu'il ne va pas se faire tout seul. Hein? Donc, il faut d'abord, un des ingrédients clés, c'est être capable de faire des représentations politiques auprès des élus, auprès des fonctionnaires. Et idéalement, quand on fait ce type de représentation-là, il faut sentir que la population est derrière nous, qu'il y a une acceptabilité sociale, parce que les gouvernements, c'est très rare qu'ils vont adopter des politiques publiques qui vont à l'encontre de la population. Vous voyez ce qui arrive avec la CAQ, puis le troisième lien, ils se tirent un peu dans le pied. Donc les gouvernements, dans le fond, lorsqu'ils prennent des décisions politiques, ils examinent un peu justement ce qu'en pense la population, c'est quoi les évidences scientifiques, ce qu'en pensent les différents groupes d'intérêt, et ils vont tout mettre ça dans leur balance décisionnelle et ils vont faire le choix. Donc, c'est possible de changer les politiques publiques, il faut faire des représentations et il faut idéalement saisir les fenêtres d'opportunité. Donc, les fenêtres d'opportunité, parfois, elles peuvent être imprévisibles, c'est-à-dire qu'il se passe une crise dans l'actualité, là, les journalistes se mettent à poser des questions aux élus, puis là, ils sont coincés, puis là, puis ils vont peut-être faire... Donc, il faut être capable de saisir les opportunités, mais là, il y a des opportunités qui sont prévisibles, hein? Notamment, il y a ce qui s'appelle une campagne électorale au provincial qui s'enligne. Alors, c'est dès maintenant qu'on doit construire une coalition forte. Parce que jusqu'à présent, ce qui se passe souvent, c'est que le communautaire reste ensemble et fait ses plaidoyers du milieu communautaire. Malheureusement, je suis triste de vous annoncer que les plaidoyers du milieu communautaire ont une certaine écoute auprès des politiciens, mais pas suffisante pour souvent faire changer les choses. Il faut, puis ça j'en ai parlé, j'ai eu la chance de côtoyer un peu Françoise David, Louise Arel, il faut créer une coalition large d'acteurs. Donc le milieu communautaire doit s'allier au milieu de la santé. Je trouve que les directions de santé publique sont un peu timides encore à approuver ça, je trouve ça, j'ai quelque chose à vous dire là-dessus. Le milieu de la santé, pas vous en Montérégie particulièrement. Donc rallier le communautaire, le milieu de la santé, il faut être capable de percoler auprès des entrepreneurs, chambres de commerce, etc., les syndicats. Donc, une fois qu'on a une coalition large, là, il faut faire du bruit. Okay? C'est Louise Arel qui disait « Les politiciens, c'est comme des chauves-souris. Ça gouverne au son. » Alors là, ils ne savent pas trop, ça vient de savoir ce qui se fait du bruit. Donc, il faut faire du bruit. Pour faire du bruit, ça nous prend nos amis les médias. Et là, souvent, dans le milieu communautaire, les organismes que je côtoie sont bien fâchés après les médias, qui leur donnent pas assez la parole. On est bien méchants. Oui, c'est ça, c'est effrayant. Mais tu sais, il y a tout un art aussi de créer des liens avec des journalistes en particulier comme Jessica et alimenter Jessica avec nos propos. Je pense aussi qu'une des clés, c'est de donner plus la parole aux personnes premières concernées dans ces topos-là, parce que ce qu'il faut, là, on convainc jamais les personnes juste par la tête. Il faut convaincre les gens par le cœur. C'est toujours justement des histoires qui vont venir nous toucher, qui vont générer par la suite le changement politique. Donc, les meilleures personnes pour faire les plaidoyers, c'est les personnes qui vivent la situation. Donc, je sais que vous le faites déjà, mais tu sais, soutenir ces personnes-là dans les prises de parole, amplifier leur voix, ça, c'est toutes des stratégies qui sont importantes. Voilà, donc faire des coalitions larges, faire du bruit, et puis saisir les fenêtres d'opportunité, les prévisibles, puis les imprévisibles. Mais l'autre élément, c'est un peu un éléphant dans la pièce, puis j'ai pas le choix de l'aborder, là. On a un obstacle très important là, pour ceux et celles qui veulent construire une société plus juste. On appelle ça la croyance en la méritocratie. Okay?
Les recherches ont montré que dans les sociétés inégalitaires, nous, on n'est pas la société la plus inégalitaire, mais on n'est pas la plus égalitaire non plus. Donc, dans les sociétés plus inégalitaires, les gens croient davantage en la méritocratie. Et lorsqu'une personne croit en la méritocratie, essentiellement, elle croit que chacun a ce qu'il mérite dans la vie, grosso modo. Donc, si tu te retrouves en haut de la pyramide, là, parmi les plus riches, c'est parce que tu as travaillé plus fort que les autres, puis tu es plus intelligent, puis tu as fait plus d'efforts. Puis si tu te retrouves en bas de la pyramide, hein, ben c'est parce qu'il faudrait que tu te forces un petit peu, tu te bottes le cul, puis tu travailles un petit peu plus fort. Donc, la croyance en la méritocratie, c'est un de nos principaux obstacles, et il faut s'y attarder, il faut essayer de détruire cette croyance-là. Et je réfléchis beaucoup, mais je pense qu'un des aspects, c'est d'essayer d'essayer de faire en sorte que les gens, particulièrement ceux qui se retrouvent en haut, reconnaissent davantage leurs privilèges. Et là, je sais que c'est un mot un peu woke, là. Les privilèges, c'est quand même, moi j'en parle avec mes enfants, je dis, guys, c'est des avantages non mérités. C'est-à-dire, c'est des avantages que tu as et que d'autres n'ont pas et qui ne sont pas 100% dus à tes efforts. C'est ça, des privilèges. Et moi, si j'ai la chance d'être devant une belle tribune comme ça aujourd'hui, de partager mes idées, c'est tout un privilège, hein, et c'est pas parce que j'ai travaillé si fort que ça, c'est parce que j'ai eu des privilèges que j'ai accumulés depuis que je suis née et qui m'ont amené à avoir un poste de prof et en plus une chaire de recherche avec tous les privilèges supplémentaires que ça implique. C'est pour ça qu'on m'a invitée aujourd'hui. Juste pour vous dire, moi je viens d'une famille, j'ai été élevée par une mère de famille monoparentale qui tirait le diable par la queue pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants avec un petit revenu de rien du tout. Okay? Mais ma mère, elle avait plein d'amour. Elle m'a donné plein d'amour depuis que je suis née. Et ça, je vous dirais, on le prend pour acquis, hein? On le prend pour acquis, mais c'est pas donné à tout le monde de naître dans une famille avec plein d'amour comme ça. L'autre élément, ma mère, moi, elle n'a pas fait des études longtemps. Elle a dû aller travailler pour gagner sa vie parce qu'elle venait d'une famille en situation de pauvreté. Mais elle croyait à ça, l'éducation, ma mère. Alors, elle m'a toujours encouragée dans mes études. Fait que ça non plus, c'est pas donné à tout le monde, hein, d'être dans une famille qui valorise les études. En plus, moi, je m'en vais à l'école, j'ai de la facilité à l'école, j'apprends tout facilement, j'ai des bonnes notes. Alors ça aussi, je veux dire, j'ai pas rien fait pour ça, c'est un privilège qui m'a été donné et qui contribue au fait que je suis ici aujourd'hui. Aussi, ben, j'ai eu accès aux prêts et bourses, puis ça, c'est grâce à la Société québécoise, parce que je ne serais pas devant vous s'il n'y avait pas les prêts et bourses. Et l'autre élément, vous le voyez, là, en ce moment, je suis blanche, moi. Okay? Puis vous ne le voyez pas, mais je vais vous le dire aussi. Moi, je suis neurotypique, cisgenre, hétérosexuelle, pas de problème de santé mentale, pas de problème de santé physique, pas de handicap. C'est toutes des caractéristiques qui m'ont été données comme ça, que j'ai rien fait pour avoir ça, mais qui m'ont mis à l'abri de tous les systèmes d'oppression dont je vous ai parlé et qui ont contribué à faire en sorte que je suis là devant vous aujourd'hui. Alors, prendre conscience de ces privilèges, en ce que moi, c'est l'effet que ça m'a fait, ça m'a rendu beaucoup plus humble par rapport à ce que j'ai été capable d'accomplir dans la vie. Okay? Et ça m'a donné le goût de rétablir un peu le déséquilibre qui se passe en ce moment. Parce que si moi j'ai des avantages non mérités, il y a des gens qui ont des désavantages non mérités. Donc je pense que la clé de sensibiliser les gens aux privilèges, ça peut être une des clés pour parler davantage des causes structurelles des inégalités sociales et essayer d'éviter de voir ça plus comme un échec personnel. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, auquel il faut s'attarder. Et puis, finalement, pour la cohésion sociale, on ne peut pas faire autrement que d'essayer de continuer à fighter pour avoir notre filet de protection sociale, parce que ce qui nuit le plus à la cohésion sociale, c'est les inégalités entre nous. Donc, il faut être capable, tu sais, dans les sociétés scandinaves qui sont plus égalitaires, tout le monde partage à peu près le même style de vie. Même type de maison, même type de char, même type de... Et là, ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'on est tous un peu dans le même bateau. Hein? Donc, les inégalités sociales, ça nuit à cette cohésion-là. Et je pense que ça nous prend plus d'endroits où il y a de la mixité, où les gens peuvent se côtoyer les uns les autres dans des rapports humains d'égaux à égaux. Et ça, il n'y en a pas beaucoup de ces espaces-là également. Alors, c'est ce que je dirais pour répondre à tes 2 questions. Merci beaucoup. Merci pour la petite passe sur la palette. Je vais tout m'écrire, m'envoyer d'autres histoires. Je suis toujours à l'écoute. La prochaine question va être super longue. Ça va s'adresser à Mme Demare et à Mme Gagné. Vous pourrez vous partager la réponse, là. C'est quoi les principaux défis systémiques que vous rencontrez pour faire vivre une approche de santé mentale communautaire aujourd'hui? Et que pourrait-on mettre en place en termes de formation, de culture organisationnelle ou de financement pour faire évoluer le système de l'intérieur? Good luck! Il y aurait longtemps à dire, alors on va tous rester ensemble jusqu'à demain matin. Non, je vais y aller. En tout cas, certains points qui, à mon avis, sont majeurs, je l'ai glissé rapidement, mais je trouve qu'il faut insister là-dessus. En fait, c'est
L'important, c'est les méfaits liés à la stigmatisation au sein même des systèmes. C'est sûr, moi, je médecin du monde, on a une lunette santé, hein, fait que c'est ma lunette. Mais c'est encore trop vrai, en fait, les rejets, les jugements, la stigmatisation. Ça, c'est des expériences que les gens font dans un système censé les soigner. Puis on a beau réorganiser toutes les structures, en fait, puis créer des programmes très bien adaptés. Si on a du jugement et de la stigmatisation envers les personnes, ils n'auront jamais de bons soins. La recherche le prouve, en fait, il y a des conséquences très importantes. Il y a une recherche, entre autres, sur les personnes qui consomment quand elles consultent. Puis comme quoi elles font face à souvent du jugement. Puis tantôt, tu disais, les soignants sont bienveillants. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que des fois, même, les gens peuvent avoir des jugements inconscients, sans s'en rendre compte, plus ou moins assumés. Donc, il faut déconstruire ça et vraiment sensibiliser parce qu'en fait, ça donne lieu à des pratiques plus coercitives. Donc, punir les personnes, par exemple, les durées d'hospitalisation, les refus de traitement. Peut-être que je ne vais pas faire mon effort pour référer l'autre personne à l'autre équipe. Ça donne aussi un jugement moral sur leurs actions. Hein, ben, il ne veut pas s'aider. De toute façon, il ne fait pas la bonne chose. Ou paternaliste. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Fait que plutôt de travailler en collaboration avec la personne, d'imposer un peu nos objectifs à nous. Fait que pour moi, ça, c'est comme dans notre chantier en marginalisation. C'est une des choses qu'il faut mettre à l'avant-plan à travers la formation des nouvelles générations et des anciennes. Hein, de tout le système, toutes les personnes qui interagissent avec ces personnes-là. Tu parlais tantôt du traitement médiatique, Jessica. Je pense qu'il faut reconnaître, en fait, l'ampleur du jugement social qu'il y a à l'égard de ces personnes-là, qui est un obstacle direct à leur santé, à différents niveaux. Donc ça, c'est une des choses. L'autre chose, en fait, ce serait par rapport à la collaboration entre le réseau et le milieu communautaire. On avance, on s'en va dans le bon sens. Depuis 10 ans, il y a des choses qui se passent. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour aussi établir des partenariats, premièrement, réels, efficients, hein, puis qui marchent pour vrai. J'ai quelqu'un que j'appelle, puis c'est un être humain qui me répond. Équitable aussi, où est-ce qu'on est d'égal à égal, en fait, dans notre collaboration. Puis c'est ça qui va nous permettre de vraiment mettre en valeur puis de combiner nos forces. Tu sais, je pense que le réseau accède des ressources que le milieu communautaire n'a pas. Le communautaire a une agilité, une connaissance fine du terrain, les liens déjà. Donc, si on travaille ensemble pour vrai, ça va comme décupler finalement notre impact. Fait que ça, pour moi, c'est dans les priorités, de vraiment valoriser nos complémentarités. Puis finalement, je ferai une note, en fait, sur reconnaître en itinérance et ailleurs que la santé mentale doit faire partie de la réponse dans l'écosystème. Qu'au même titre, en fait, que tout ce qu'on met en place en itinérance, il faut que ce soit dans le paquet, finalement, de ce qu'on offre. Que quand on offre de l'aide, cet aspect-là, il est considéré. Puis dans ce sens-là, je reviens un peu à ma vision plus élargie de la santé mentale, donc au-delà de la psychiatrie, qui inclut la psychiatrie, mais qui va aussi plus loin. Je pense qu'on a quelque chose à déconstruire sur, justement, quand on pense à santé mentale, souvent on pense à psychiatrie. Mais du soutien en santé mentale, il y a plein d'acteurs qui en font. Des intervenants, des pères aidants, des travailleurs sociaux, des psys. Donc, je pense qu'il faut élargir notre vision puis déhiérarchiser des fois ce qu'on considère comme étant le service juste ou approprié, puis travailler plus ensemble, en fait, pour reconnaître une diversité d'acteurs qui, eux aussi, participent, ce qui va un peu dans le sens de ne pas se restreindre à une approche biomédicale, mais aussi d'honorer, en fait, les approches relationnelles comme étant des soins de santé mentale essentiels. En fait, merci pour ça, Mylène, parce que je trouvais important de faire du pouce sur l'importance d'avoir des approches davantage horizontalisées, où on n'est plus dans des systèmes hiérarchisés, où là, tout le monde est un peu sur un pied d'égalité avec des qualités, des aptitudes, des compétences, quelque chose qui peut apporter de complémentaire, tu sais, sortir un peu de ce fameux carcan-là où il y a le psychiatre en haut, puis après ça, il y a tous les autres, là. On essaie de défaire ça. Je suis très intéressée à commenter tout le concept du privilège.
le privilège est très présent parmi le groupe que je représente, les médecins. J'en suis personnellement concernée, mais je pense que beaucoup d'entre nous le sommes de plus en plus aussi. Juste pour illustrer un peu jusqu'où on va dans nos réflexions, on a révisé tout notre mécanisme d'admission dans nos programmes, où on tente de vraiment s'assurer d'attraper des billets dans notre façon d'évaluer les candidatures pour admettre des gens qui vont devenir des médecins, qui vont devenir des psychiatres aussi, pour réduire les iniquités qui peuvent découler aussi d'un ensemble de facteurs, qu'il y ait des groupes sous-représentés qui soient mieux représentés. Fait que ça, c'est tout un travail sur lequel qu'on fait actuellement depuis quelques années, en tout cas certainement de manière très active. Dans la formation, moi, la question de changement de culture de l'intérieur, ça m'inspire énormément. J'ai un chapeau qui est le chapeau de directrice d'un programme de résidence. Fait que je suis responsable d'à peu près 80, un peu plus de 80 résidents qui sont des futurs psychiatres qui sont à l'Université de Montréal dans le milieu de stage. Puis on a instauré, implanté un curriculum de formation sur la compétence structurelle. Depuis quelques années, on est en cours de faire ça. Donc, on veut finalement enseigner la compétence des futurs psychiatres de reconnaître les déterminants structurels et d'agir sur les déterminants structurels. Fait qu'on sort des hôpitaux et des milieux de stage traditionnels. On a organisé des visites dans la communauté, des journées spécifiques qui sont dédiées à ça, avec toute une programmation où, en groupe, accompagné d'un intervenant psychosocial, d'un père aidant quand on peut en trouver un pour nous accompagner pour ces activités-là. On va dans le milieu, on va rencontrer des organismes communautaires qui travaillent avec certains groupes marginalisés pour comprendre la réalité des patientèles qu'on finit par devoir soigner aussi dans nos installations pour comprendre finalement tous les défis qu'ils ont à accéder aux soins aussi dans le système de la santé. Puis inspirer tout le monde à travailler différemment puis autrement, d'une manière beaucoup plus flexible et souple. Je peux vous dire que c'est ultra populaire parmi les résidents, ils sont tous extrêmement contents de faire ça. Puis tu sais, je vais nommer des organismes pour le fun, mais on est allé aujourd'hui même à OBM, au pavillon Patricia McKenzie, au Chaînon avec des groupes. Bientôt, je vais partir à Page SM, en cours municipal, rencontrer la gang là-bas. On va aller au centre de crise. On est allé dans les milieux carcéraux, les milieux de détention provinciales, à Bordeaux, à Leclerc. On est allé au aspect de rue. J'en passe. Là, on a toute une expérience super intéressante. Fait que, c'est très inspirant. Puis je pense que ça va changer. Pas juste dans notre réseau immédiat, mais ça va changer, je pense, dans les attentes de formation même nationale. Je vais m'avancer jusque-là. Je pense que partout au Canada, on va s'attendre à ce que les résidents soient mieux formés à ce niveau-là. Puis il faudrait que ce soit le cas pour toutes les professions, je pense, de la santé. Je pense que l'est déjà bien implanté pour certaines professions de la santé, d'autres moins. Mais certainement que c'est fort intéressant à ce niveau-là. C'est vraiment intéressant. Ça passe tellement vite. On va passer à la période des questions. Je suis sûre que vous en avez. Gênez-vous pas, Stéphanie va passer avec le micro. Si vous avez des questions, juste levez la main, vous identifiez peut-être si vous voulez vous adresser à une personne en particulier, peut-être juste le mentionner. Puis essayez de faire ça court dans la mesure du possible parce qu'on manque déjà de temps, puis on pourrait donner la parole à tout le monde. Allez, ne soyez pas gênés. Je suis sûre que vous en avez. Allô? Je travaille à Médecins du Monde aussi, plus au niveau de l'équipe migrant. Mylène en a parlé, il y a de plus en plus d'intersectionnalité, il y a de plus en plus de personnes migrantes donc qui n'ont pas de couverture de santé, qui se retrouvent dans la rue, qui a des enjeux de santé mentaux. Pour eux, c'est quand même des fois encore plus difficile d'avoir accès parce qu'ils n'ont pas la couverture de santé. Là, au niveau du réseau, il va y avoir dans certaines équipes en itinérance, par exemple, des infirmières, des fois qui sont mises à disposition des infirmières de proximité, dans certains shelters, tout ça, puis là, RAMQ par RAMQ, ils vont pouvoir avoir accès. Mais dès qu'il s'agit après de pouvoir avoir accès à un médecin, à un psychiatre, c'est plus compliqué quand il n'y a pas de couverture de santé. La couverture de santé, c'est quelque chose qui est demandé par Médecins du Monde. Peut-être qu'un jour, c'est quelque chose qui arrivera politiquement, mais qu'est-ce qui peut être fait d'après ça? Pour l'intersectionnalité. Premièrement,
on en est conscient, là, dans le sens où on a à intervenir auprès de personnes qui, effectivement, ne sont pas admissibles à la RAMQ à cause de leur statut au niveau de migration. Je peux dire que d'expérience, ça revient parfois à des choix individuels. Il y a quand même, j'ai plusieurs collègues qui choisissent de soigner quand même les personnes qui n'ont pas de couverture RAMQ. Avec certaines limites, ceci dit, là, pour l'accès à la médication, puis un ensemble d'autres éléments qui peuvent être importants pour aider la personne. Mais c'est extrêmement limitant, puis c'est un gros défi. Mais on connaît aussi Médecins du Monde, puis on sait qu'ils ont des services pour nous aider. Puis j'ai des collègues qui travaillent avec vous, d'ailleurs, à Médecins du Monde, auprès des populations migrantes qui travaillent bénévolement aussi. Puis on sensibilise les apprenants beaucoup sur ces questions-là. Puis j'aimerais vous offrir une solution. J'en ai pas, mais il faudrait éventuellement, effectivement, qu'il en arrive. Je pense qu'il y a eu des initiatives dans certains hôpitaux qui est assez aberrante, qui ont fait réagir beaucoup de mes collègues, où il y a des personnes qui se promènent avec des machines Interact pour faire payer les gens pour leur service au moment de la consultation, donc ils n'ont pas de couverture. Certainement un travail d'advocacy, je pense qu'il est important de faire. Puis il y a des groupes qui sont privilégiés, qui peuvent certainement prendre la parole et avoir un certain impact, qui devraient le faire. L'association des médecins psychiatres devrait faire des plaidoyers politiques. 100%. Privilège d'être assis en avant. Merci pour vos belles paroles. Il y a 2 jours, je suis au CHUM, Canada Bergeron. On recevait un chercheur qui venait présenter des façons de prédire la dépression et avec un très beau programme, avec beaucoup de détails sur, évidemment, les troubles concomitants, sur tel type de symptômes de dépression, sur les circuits neuronaux, l'imagerie fonctionnelle, très fancy. Et à un moment donné, j'ai posé la question en anglais avec moins un mot. Je disais « Where the fuck are your zip codes? » Et dans le fond, c'était complètement absent, dans le fond, de quel est-ce qu'on parle du soutien social, la qualité du soutien social, la santé économique des communautés d'où viennent les personnes. Est-ce qu'il y a eu des catastrophes, des changements climatiques qui ont impacté ces communautés-là? C'est quand même absent. Le CHUM vient de lancer un nouveau centre d'innovation en santé de précision, et c'est la psychiatrie de précision, où on est très obsédé sur des soins individuels. Notre formatage, comme travailleurs sociaux, psychiatres, psychologues, thérapeutes, intervenants de proximité, on est désigné quand même pour des soins individuels. Et je me demande, parce qu'on parle beaucoup de soigner le système, les politiciens sont aussi très obsédés par les soins individuels, la liste d'attente, les mécanismes d'accès pour des soins individuels. Et puis on est tous d'accord qu'il faut comme monter de niveau, il faut aller dans les gouvernances de nos systèmes. Bien des opportunités pour agir, mais est-ce qu'on devrait se doter d'outils, dans le fond, pour travailler systématiquement? Médecins du Monde est un véhicule pour ça, de plaidoyer. Mais dans le fond, on devrait un peu plus... Nous, on est démunis, je pense. Moi, je me sens démuni comme quelqu'un qui a une expertise en soins individuels, de justement travailler par en haut sur ces transformations, infiltrer les gouvernances pour pouvoir faire des plaidoyers très construits, mais pas juste sur le bord comme ça, puis on est entre nous ici. Là, il faut aller ailleurs. Et j'essaie de trouver des solutions, mais j'aimerais vous entendre un peu comment on peut rêver d'aller plus loin sur pénétrer ces gouvernances-là et vraiment avoir des impacts, puis pas dire que, parce que c'était bio-psychosocial, là, c'est des traitements psychosociaux, mais vraiment incarner des politiques et des transformations là-dessus, parce que c'est des transformations culturelles qu'on souhaite. Merci beaucoup. Désolé pour notre très longue question et commentaire. Je ferai une petite tentative de réponse. Merci pour votre intervention, c'est tout à fait juste. Je pense qu'en médecine, dans le fond, la branche qui a pour mission, entre autres, de travailler sur les structures et d'influencer les gouvernements, c'est beaucoup la santé publique.
Donc, c'est de s'allier, j'imagine, avec la santé publique. Après, il y a beaucoup de données de recherche qui montrent à quel point, dans le fond, ça serait des économies si on travaillait sur les causes structurelles plutôt que de toujours traiter la maladie une fois qu'elle est installée. Donc ça, il y a différents acteurs, des chercheurs qui contribuent à ça. Donc, il faut tout ramasser ça ensemble et se partager le travail de plaidoyer, amener les personnes premières concernées avec nous, puis pas lâcher le morceau, parce que ça peut prendre du temps avant de convaincre les gouvernements, mais l'idée, c'est que les fenêtres d'opportunité, quand elles ouvrent, il faut qu'on ait notre package prêt. Vous comprenez? Bon, donc là, ça se peut que ce ne soit pas la première fois que ça s'ouvre, qu'on a notre package, ça marche, mais tranquillement, ça va percoler. Puis là, l'idée, c'est de ne pas non plus viser juste les élus parce qu'ils bougent. Hein? Les hauts fonctionnaires sont là souvent beaucoup plus longtemps, alors il faut travailler comme ça. C'est des stratégies multiméthodes, là, mais moi, j'y crois beaucoup, puis il faut se mettre ensemble puis se parler. Mais moi, c'est ça, je suis touchée par ce que vous me dites, là, je n'étais pas au courant de ça, mais l'Association des médecins psychiatres devrait se positionner en fond. Donc, les médecins, quand même, vous avez tout un aura de crédibilité, puis de... Ben là, ces temps-ci, vous êtes un peu mal. Quand vous parlez des politiciens, souvent, tu sais, parce que toute votre formation scientifique, votre expertise clinique aussi. Donc, il ne faut juste pas lâcher, bien s'organiser, puis mettre une fois qu'on a notre document de plaidoyer, là, on se ramasse des alliés, hein, la coalition forte d'acteurs, puis on devient... C'est des rapports de force. Hein. Il faut créer le rapport de force, parce que quand on arrive tout seul, on n'est pas bien fort. Je ne sais pas si vous avez... Je dis bonjour et merci pour cette belle présentation. Je suis Xavier. Je travaille dans le temps pour Médecins du Monde Canada en Haïti en qualité de psychologue. Donc, je suis content d'être là cet après-midi grâce à Madame Desmarbres et Audrey également. En fait, merci pour l'invitation. Ma question, elle est adressée directement à la professeure qui a parlé de privilèges tout à l'heure. En fait, j'aimerais comprendre, alors d'abord comprendre mieux cette question de privilèges. Est-ce que dans les pays où en fait on pratique la politique de gauche, alors c'est ce qui explique en fait, alors considérant que les biens sont mieux repartis, oui, okay, entre la population. Est-ce que vous pensez qu'il y a moins de cas, en fait, qu'il y aurait moins de cas de déprime, en fait, de dépression, par exemple, d'anxiété, considérant que la pauvreté joue un rôle, okay, fondamental dans la question de la santé mentale? Est-ce que si tout le monde aurait à avoir les mêmes privilèges se trouvant à la tête en fait de la pyramide, est-ce qu'il y aurait moins de cas d'anxiété, pas de dépression, en fait tout le monde serait heureux? Ben, en fait, c'est une excellente question. Dans le fond, les données de recherche qu'on connaît dans des études comparatives internationales montrent que dans les sociétés, il y a toujours un peu d'inégalité. Ça ne sera jamais parfaitement là, horizontal. Bon. Il y a toujours de l'inégalité, mais l'idée, c'est de faire un peu comme Horatio. C'est que dans les sociétés très inégalitaires, la pente est très élevée, et l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins d'inégalité. Dans les pays où il y a moins d'inégalité, effectivement, les taux de problèmes de santé physique, mentale, l'espérance de vie, la criminalité, tous ces indicateurs-là un peu physiques, sociaux, ils sont meilleurs. Puis l'idée, c'est que les gens vont avoir quand même des privilèges. C'est-à-dire, quand tu nais de la couleur de peau blanche dans une société majoritairement blanche, bien déjà, tu as un privilège. Le fait de ne pas avoir de problème de santé mentale, de problème de santé physique, c'est un privilège. Le fait de naître dans une famille où tu as de l'amour. Donc, les gens vont continuer à avoir des privilèges, mais dans les sociétés comme ça, plus égalitaires, les politiques partagent mieux les ressources et le fait qu'il y ait des gens qui ont moins de privilèges, ils sont dans des situations, par exemple, c'est pas la même chose de vivre dans une société où les services de santé sont tous gratuits et de bonne qualité pour tout le monde, une société où il y a des services de garde gratuits universels de même qualité pour tout le monde, des transports en commun gratuits ou très peu chers pour tout le monde, que dans une société où si tu n'as pas l'argent pour payer, ben, tu n'arrives pas à payer tout ça. Donc, les sociétés qui partagent mieux la richesse de gauche, comme vous les avez appelées, c'est des sociétés où tout le monde, dans le fond, va mieux, même les plus riches. Puis ça, c'est un argument très important, parce que ce qu'on a constaté, c'est que les plus riches, dans les sociétés très inégalitaires, mettons, genre nos voisins du Sud, ils sont en moins bonne santé et vivent moins longtemps que souvent les plus pauvres dans les sociétés plus égalitaires.
Parce qu'il y a un stress chronique qui vient avec ça, de l'inégalité. Tu as tout le temps peur de te faire voler, tu as peur de ci, tu as peur de ça. C'est extrêmement stressant, là. Et donc, c'est nocif pour tout le monde. Donc, retenez ça. Tout le monde gagne à vivre dans une société plus égalitaire. On a des données de recherche à l'appui de ça. Et ça peut nous aider dans nos plaidoyers. Voilà. Oui, bonjour. Moi, c'est Patricia Catin. Je suis intervenante à la Rue des Femmes. Je vais vous parler d'une situation qui a duré, qui perdure encore depuis 1 an et demi. C'est une personne qui est en situation d'itinérance, problème de santé mentale, TPL, entre autres. Et elle a reçu un diagnostic il y a plusieurs années, mais bon, avec l'itinérance, elle n'avait pas donné suite. Et elle demandait à revoir un psychiatre et à reprendre ses suivis. On a fait des pieds et des mains. Et en fin de compte, on a réussi à intégrer l'urgence d'un hôpital. Et là, c'est en suivi toute une série de déboires, mais vraiment hallucinants. C'est-à-dire que le médecin, l'urgentologue qu'il avait vu en psychiatrie, a envoyé une requête, mais ils ont perdu la requête qui a été envoyée. J'ai appelé tous les CLSC de Montréal pour essayer de la trouver. On ne l'a jamais trouvée. Le médecin, entre-temps, a changé d'hôpital. Donc là, on s'est retrouvé avec rien. Donc ça a traîné. Je ne raconterai pas tout, on serait encore là demain. Pour, en fin de compte, finir à avoir un rendez-vous avec un psychiatre au CLSC. Entre-temps, on a réussi à lui trouver un hébergement. Donc elle est en hébergement. Et on a réussi à obtenir un rendez-vous après 1000 déboires avec un psychiatre dans un CLSC, le CLSC La Wolle-des-Meurs. Le CLSC j'étais là quand il l'a dit. Il lui a clairement dit, parce que là, il lui a raconté un peu ses déboires, ses frustrations, et il lui a clairement dit qu'elle était chanceuse d'avoir un appartement, sinon elle n'aurait pas encore eu ce rendez-vous-là. Donc, autrement dit, tu es dans la rue, tu n'as pas accès à psychiatre. Ça, je suis désolée, mais c'est quand même la réalité du terrain quand on parle au niveau structurel. Ensuite, lui, il lui a donné ce rendez-vous-là, il y a eu cette rencontre-là, et il lui a dit qu'il ne ferait pas de suivi. Et qu'il allait voir avec son médecin de famille. Elle a quand même un médecin de famille qui n'est pas à Montréal, mais qui est présent pour la médication s'il y avait des ajustements. Mais par contre, il a fait des demandes à lui, Hippolyte Lafontaine, pour qu'il y ait un suivi. Lui, Hippolyte Lafontaine, ça a traîné un certain temps, mais on parle d'une personne TPL, donc il se décourageait quand même régulièrement, qu'on ramassait régulièrement dans le découragement, a fini par envoyer des formulaires à remplir via le CLSC, pour faire une demande sur la liste d'attente pour avoir un psychiatre et pour avoir une thérapie. Quand j'ai vu les formulaires, j'ai halluciné. Premièrement, il fallait les remplir en ligne seulement. Donc là, je ne sais pas, mais ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur chez elle. En tous les cas, elle, ce n'est pas le cas. Il fallait le remplir en ligne. Le premier questionnaire avait 211 questions. Le deuxième questionnaire avait 150 questions. Le premier questionnaire, on l'a fait ensemble, ça nous a pris la matinée à se désorganiser de temps en temps, on reprenait, etc. Mais il fallait le faire, on l'a fait dans la matinée. Quand il a, les déboires, quand il a été envoyé, ça a bugué certainement dans le système, et ils ne l'ont pas eu en entier, donc ils ont fermé le dossier. Et ils l'ont appelé pour dire plus fermé parce qu'elle n'avait pas répondu à toutes les questions. Là, moi, j'ai eu une crise au téléphone, elle m'a appelé, j'ai fait réouvrir le dossier, on l'a refait, on l'a envoyé. Le deuxième questionnaire, et là on est toujours dans l'attente. Là on sait qu'elle est sur une liste d'attente pour le psychiatre, elle devait avoir une thérapie qui devait commencer au début de l'automne à l'UH, on ne l'a toujours pas eu. Donc c'est ça aussi la réalité des personnes. J'entends qu'au niveau structurel, il y a des choses qui se font autant, mais sur le terrain, c'est notre réalité. Et c'est dur pour les personnes, c'est dur pour nos équipes, parce que le découragement, nos participantes sont découragées, mais je peux vous dire que nous aussi, bien souvent. Et donc, c'est tout le temps à recommencer, toujours à recommencer. Elle, on est chanceuse, elle a tenu le bord, mais on en a combien qui décrochent là-dedans et qu'on perd aussi, et qui ne nous font même plus confiance à nous non plus. Donc, j'ai pas de question en tant que telle, mais c'est la réalité du terrain. Je sais pas si c'est effectivement terrible. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait réagir à ça. Mais vous voyez, quand on disait tantôt, ce genre de situation où vous pouvez m'appeler. Des fois, une sortie médiatique, ça peut aider à faire débloquer les affaires.
peut-être je partagerais juste une image que j'utilise souvent, en fait, parce que c'est ça le vécu des personnes. Mais il faut avoir vu le film d'Astérix, Les 12 Travaux, La Maison des Fous. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Voilà. Merci pour votre témoignage. Merci. Oui, bonjour, merci. Je m'appelle Betty Sissanji, je suis ravie d'être ici, puis merci pour les excellentes présentations et contente que vous soyez là en avant. J'avais peut-être une question dans un autre ordre d'idée par rapport à l'accessibilité qui concerne les personnes qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais. Et je sais que vous en avez beaucoup ici à Médecins du Monde. Et le fait que toute la question de l'accessibilité à des soins dans sa langue maternelle, on a maintenant la LG4S dans laquelle il y a un article, notamment l'article 419, 420, je ne me rappelle plus, qui précise qu'on devrait être en mesure de recevoir des soins dans la langue maternelle pour pouvoir justement répondre à des enjeux de santé mentale notamment. Je me demandais si parmi vous, il y en avait une qui pouvait répondre à comment on fait pour répondre. Et surtout, là, je ne sais pas si Cécile Rousseau est là, mais c'est une collègue qui certainement est une personne experte en la matière, d'aller chercher justement toutes les expériences et les vécus particuliers des personnes qui viennent d'ailleurs et qu'on ne peut peut-être pas comprendre nécessairement. Et je crois qu'on a cet enjeu-là également en termes de barrières structurelles peut-être. Là, on n'a pas le temps, mais j'ai beaucoup aimé les enjeux sur la méritocratie. Moi, j'aurais peut-être d'autres arguments, mais pour l'instant, cette question-là. Merci beaucoup encore. Merci. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Mais je pense que c'est des limites structurelles. Peut-être que pour nous, même, c'est des limites internes qui dépendent aussi de la diversité dans nos propres équipes, la diversité, en fait, même des doctorants, que ce soit en psychologie, peu importe dans les domaines. Donc, ça me ramène un peu à ce que tu parlais tantôt, en fait. Si on a de la diversité au sein de nos propres équipes, on va être mieux en mesure de répondre. Il y a un enjeu de ressources aussi. Je sais qu'il y en a qui travaillent avec la traduction. Les collègues à l'équipe migrant, chez nous, sont plus avancés, mais nous... Ça coûte cher, oui. Ça, c'est un enjeu. En effet, on n'a pas eu le temps pour les recommandations, mais il y avait des notes sur le financement là-dedans. Mais oui, donc voilà, je ne sais pas dans le réseau ça dit quoi, mais... C'est le bordel dans le réseau. Pour respect à des interprètes, il y a une banque d'interprètes, mais il y a beaucoup de défis pour avoir la disponibilité de quelqu'un. Puis quand on a un engagement, la personne, pour un ensemble de raisons, des problèmes de communication, toutes sortes d'enjeux, c'est très, très, très complexe. On finit par perdre nos interprètes souvent aussi. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on a plus de temps. On avait-tu encore le temps pour une dernière question, Stéphanie? Je sais pas, j'ai pas l'heure. On est 9h37. Une question? Si c'est une courte question, Okay. Bonjour, moi je fais partie de l'équipe de Action Autonomie, collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal. On s'intéresse particulièrement à deux procédures devenues très courantes et routinières dans le milieu institutionnel de la psychiatrie, qui sont la garde en établissement et l'autorisation judiciaire de soins. Et on a établi récemment dans un portrait qu'une personne itinérante courait 65 fois plus de risques qu'une personne domiciliée d'être mise sous garde en établissement et qu'elle courait 100 fois plus de risques, 10 000% de plus de risques d'être sous autorisation judiciaire de soins si elle est itinérante. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus sur le recours à ces mesures autoritaires-là pour faire face à des problèmes d'itinérance. Beaucoup de gens se font dire, entre autres, tu ne peux pas quitter l'hôpital parce que tu n'as pas de logement où aller, donc tu vas rester à l'hôpital, des choses comme ça. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Je vais prendre... je vais essayer de répondre à votre question, mais merci pour votre intervention d'abord parce que c'est une réalité, je pense. Je n'avais pas les données que vous venez de partager, mais mon expérience, certainement, va dans ce sens-là. Puis j'ai de la difficulté à, je pense, vous donner une réponse qui va être satisfaisante pour tous parce que je vais y aller de mes impressions. Je pense d'une part que c'est le résultat, pas exclusivement, mais d'une part le résultat du phénomène d'impuissance dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense les équipes en santé mentale qui sont cloisonnées dans les structures hospitalières, les modèles qu'on a de services en santé mentale traditionnels, ne sont pas équipés pour intervenir de manière très constructive avec ce groupe-là de personnes en situation d'itinérance. Puis
qui finit par se déposer ou d'utiliser des mesures qui sont très, très hospitalocentriques et très, finalement, coercitives pour des personnes qui veulent rien savoir d'avoir des soins pour des raisons qu'on comprend très bien, parce qu'ils ont une expérience traumatique avec le système de la santé, puis je suis la première à le reconnaître, là, que c'est extrêmement traumatisant. Fait qu'on n'a pas, je dirais pas un terrain favorable à une forme de volontariat pour des soins qui seraient utiles, importants, des fois essentiels pour aider les personnes, notamment pour ces raisons-là. Puis je pense que les médecins, parce que c'est vraiment un acte médical, là, la restriction des libertés sous ces formes-là, finissent par avoir recours à ces mesures-là, je pense, beaucoup à cause de ça. Mais ceci dit, quand on est capable d'intervenir autrement qu'à l'hôpital, dans la communauté, je pense que ça donne des opportunités justement d'intervenir avec des bases totalement différentes. Puis ça, c'est mon expérience, puis je pense que j'ai un collègue dans la salle qui travaille dans un autre programme PRISM, quelque part, qui pourra donner son avis. Mais pour plusieurs personnes, cette même personne-là qui serait à l'hôpital aurait fait l'objet de mesures coercitives. Dans la communauté, on est capable d'intervenir et de faire plein d'affaires avec cette personne-là sur une base totalement volontaire, puis avec des résultats super intéressants. Donc, je pense qu'à quelque part, il faut changer nos façons de travailler pour se sortir un peu de cette impasse-là. Voilà, ce serait ma réponse. Voulais-tu ajouter quelque chose, Mylène? Bien, peut-être que oui, en fait. J'ajouterais premièrement que nous, on observe aussi un peu les extrêmes. Hein? Donc là, c'est vraiment intéressant les chiffres que vous amenez sur le fait de garder les gens de force. Le contraire est aussi vrai. Sortir quelqu'un à 2 h du matin sans appeler la ressource où elle habite, puis finalement pas vraiment desservir cette personne-là. Puis tu sais, avec l'exemple que notre collègue de la Rue des Femmes a amené, donc les 12 travaux d'un côté, quand on essaie de passer par les portes d'accès normales du système, donc c'est extrêmement compliqué, extrêmement long, il y a plein d'obstacles. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes marginalisées qui, à un moment donné, vont aller à l'urgence. Parce que finalement, toutes les portes auxquelles j'ai essayé de cogner, ça n'aboutit pas. Donc, je finirais sur, tu sais, c'est urgent de sensibiliser et de former ces équipes-là parce qu'au final, elles ont beaucoup de contacts avec ces populations-là. Fait que, tu sais, c'est une roue qui tourne, en fait, à différents niveaux sur laquelle il faut agir. Merci beaucoup. Ben oui, je trouve que c'est une excellente conclusion. On va se passer là-dessus. Je peux faire un discours de la fin. Vous avez l'air d'être à l'école primaire de vous comme ça. Je vous remercie beaucoup. Je pense que ça fait du bien dans cette période où on a besoin de gens qui agissent et qui font des choses. C'est comme un antidote à la déprime de vous écouter. C'est bon pour ma santé mentale. Merci. Je vous invite, merci beaucoup pour votre générosité. Je vous invite, vous pouvez parler avec les conférencières, on a un verre, des petites bouchées. Et pour les personnes qui sont membres de Médecins du Monde, normalement vous êtes requises ici à 8h15. On va faire la partie de l'Assemblée Générale Annuelle de Médecins du Monde. Donc je vous souhaite un bon verre, merci beaucoup et j'ai un petit cadeau pour vous que je ne peux pas vous Ça, j'ai 2 enfants. Donc,
Merci.